de vous retrouver pour ce dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré du Burkina Faso où il a rencontré hier son homologue Paul Kaba Thiéba. Il s'agissait d'une visite de travail et d'amitié qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des rencontres du traité d'amitié entre les deux pays. Le nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement a choisi la Côte d'Ivoire pour sa première visite en Afrique subsaharienne. Il sera donc à Abidjan dès demain. Notez que la banque investit plus de 600 milliards de francs CFA dans différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Et puis les risques de la conduite en état d'ivresse, on en parle également ce soir. Quel danger? Que dit la loi? Quelles sont les mesures prises pour lutter contre? Autant de questions donc auxquelles nous tenterons de répondre dans ce journal. Mais avant, je vous le disais en titre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré hier du Burkina Faso où il a rencontré son homologue Paul Kaba Thiéba. Il s'agissait d'une visite d'amitié et de travail dans le cadre donc des préparatifs des rencontres du traité d'amitié et de coopération qui existe entre les deux pays. On fait le point avec Herman Guivet. Du 17 au 18 juillet 2017, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, abritera la 6e session du traité d'amitié et de coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, en vue de préparer les rencontres qui se tiendront au cours de cette importante réunion pour les deux pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête d'une délégation composée de membres du gouvernement, s'est rendu à Ouagadougou où l'attendait à l'aéroport son homologue Paul Kaba Thiéba, Premier ministre du Burkina Faso. Ouverture des travaux préparatoires du taxis autour d'une table, experts ivoiriens et burkinabés en matière de coopération, des travaux préparatoires qui permettront de procéder à une évaluation des décisions et recommandations prises lors de la dernière conférence du sommet d'amitié et de coopération qui lie les deux États. La tenue prochaine de la 6e conférence sommet du traité d'amitié et de coopération de la Ouagadougou nous permettra, à n'en pas douter, de poser de nouveaux jalons dans la construction de cette histoire commune. C'est l'occasion pour moi de saluer l'excellence des relations fraternelles entre nos deux chefs d'État. C'est également l'occasion pour moi de saluer le travail accompli par nos deux gouvernements pour la mise en œuvre réussie des accords signés, des décisions prises lors de la dernière conférence au sommet. Faisant le point des différents accords passés entre les deux pays au cours du précédent TAC, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui des progrès observés dans le cadre de cette coopération et a également fait cas des axes majeurs qui seront abordés au cours de la prochaine session. Lors des dernières assises du TAC, tenues le 29 juillet 2016 à Yamoussoukro, 13 accords de coopération dans divers domaines d'intérêt commun ont été signés. Cette rencontre de très haut niveau a été l'occasion également d'examiner et d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'importants projets prioritaires. Il s'agit entre autres du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction de la nouvelle voie ferrée Kaya-Tambao, de l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso par la Côte d'Ivoire, de la coopération dans le domaine de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre nos deux États, du projet de matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire et de la question relative à l'évacuation du Mont Péco. Monsieur le Premier ministre, s'il est vrai que nous avons de réels motifs de satisfaction au regard des avancées notables enregistrées dans notre commune volonté de libérer notre coopération des entraves qui freinent son rayonnement total, il n'en demeure pas moins que les défis qui nous restent à relever demeurent tout aussi nombreux qu'importants. C'est pourquoi la détermination affichée par leurs excellences, M. Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, nous conforte dans la quête permanente de nos gouvernements de faire de nos deux territoires une ère de prospérité et de progrès au bénéfice de nos deux peuples. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de sa délégation, a également été reçu par le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Ça a été l'occasion pour moi de transmettre
donc au président du Faso, des salutations fraternelles donc, de son Excellence M. Alassane Ouattara, et de lui dire qu'il sera bien ici pour que nous continuions donc, à travailler au renforcement de la coopération donc, entre nos deux pays. Objectif premier du TAC, le traité d'amitié de coopération ivoiro-burkinabé, consolider les relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun, que sont la politique, les domaines socio-économiques, culturels, scientifiques, judiciaires, les domaines de la défense, de la sécurité, de l'environnement et du droit humanitaire entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. À quelques jours de l'événement, les deux parties ont donc préparé le terrain pour le succès de cette 6e session. Je vous l'annonçais également en titre, le nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement a choisi la Côte d'Ivoire pour sa première visite en Afrique subsaharienne. Le docteur Bandar Al-Ajar sera en Côte d'Ivoire donc à partir de demain. Notez que la banque investit plus de 600 milliards de francs CFA depuis 2002 dans différents secteurs d'activité dans notre pays. Francis Boifo. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, veut s'assurer qu'aucun détail n'a été oublié concernant la mission qu'effectue le nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement BID du 9 au 11 juillet prochain à Abidjan. Le président Badar, qui profite de la 44e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, pourra présenter son institution à l'ensemble des pays membres de l'organisation. Et il pourra profiter donc de son séjour également pour parler de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement et évoquer les voies et moyens pour renforcer cette coopération. Depuis 2002, la BID fait partie des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. 18 projets financés dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, l'eau, l'assainissement, le transport. Le volume des interventions entre 2002 et aujourd'hui, 1,72 milliard de dollars. Soit près de 600 milliards de francs CFA d'investissement. Entre 2015 et 2016, le Trésor public, en collaboration avec la Société islamique de développement du secteur privé, membre du groupe de la BID, a levé 2 emprunts obligataires islamiques sukuk de 300 milliards de francs CFA pour financer les projets de l'État. Lors du groupe consultatif de mai 2016 à Paris, la banque s'est engagée sur la période 2016-2020 à injecter dans notre économie 1,8 milliard de dollars. Ce que nous attendons, c'est que la banque et nous-mêmes, nous puissions donc améliorer, performer nos méthodes d'intervention communes de façon à ce que d'ici 2020, nous puissions absorber ces montants importants. Sans doute, la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, à laquelle prendra part le nouveau président du groupe de la BID lundi, va plancher sur les procédures de décaissement de cette banque islamique. Voilà, et le docteur Bandar Al-Ajar, le nouveau président du groupe de la Banque islamique de développement, sera donc dès demain ici à Abidjan. Le monde entier célébrait le 3 juillet dernier la journée sans plastique. Eh bien, en Côte d'Ivoire, la célébration officielle a eu lieu aujourd'hui, samedi. C'était dans la commune du Plateau. Une journée marquée par la sensibilisation. C'est ce que nous dit Grace Kando. La Côte d'Ivoire veut s'inscrire au rang des pays engagés pour un monde sans sachets plastiques. Ce, dans l'optique de promouvoir un cadre de vie propre, un environnement marin sain, en vue de préserver la santé des populations. À l'occasion de la journée mondiale sans sachets plastiques, la ministre Anne-Désirée Ouloto a fait remarquer que des avancées notables ont été enregistrées depuis la prise du décret en 2013. Beaucoup a été certainement fait, mais beaucoup à nouveau reste à faire. Et j'encourage donc les entreprises à continuer leur reconversion. Le comité interministériel, dans son bilan réalisé cette semaine, a fait un certain nombre de recommandations. C'est la raison pour laquelle je voudrais dire à nos populations que vivre sans sachets plastiques, c'est possible. Il suffit de volonté. Nous passons le message au monde des commerçants, c'est-à-dire toutes les entreprises qui interviennent dans la distribution, aussi bien les grandes surfaces
que les petits commerçants dans nos marchés, les femmes qui vendent du vivrier, et également les artisans, et toutes les PME, PMI, toutes ces personnes sont concernées pour que l'application de la décision du gouvernement puisse être effective. Les sachets plastiques obstruent les ouvrages d'assainissement et 80% des déchets présents dans les océans sont des déchets d'origine plastique. C'est pourquoi opérateurs économiques et chefs traditionnels s'engagent dans la lutte. Nous sommes prêts au niveau de la chefferie traditionnelle à faire en sorte que les 9000 que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous puissions dans tous les départements veiller à ce que la sensibilisation soit faite pour que la Côte d'Ivoire soit toujours en avance sur les autres pays. Nous avons déjà des producteurs ici en Côte d'Ivoire qui proposent des sacs réutilisables. Ça a été moins facile parce qu'on a eu le mécontentement de nombreux clients qui ont préféré laisser leurs achats plutôt que de devoir partir sans sac plastique. Et c'est là que la question se pose et qu'on doit vraiment être ferme sur nos positions et dire que l'environnement est ce qui est plus important. 0 sachet plastique à l'horizon 2020, c'est ce à quoi s'engage le comité interministériel. Pour réussir ce pari, plusieurs actions sont prévues. L'extension de la lutte à la sous-région, la mise en place d'un cadre formel de collaboration avec les commerçants et la distinction des entreprises qui ont réussi leur reconversion. Conduire en état d'ivresse, que de risques, on ne le dira jamais assez. Quel danger? Que dit la loi? Quelles sont les mesures prises pour donc lutter contre? Éléments de réponse dans ce reportage signé Chris Diomandé et Serge Coléa. Cocody, cité Sogefia. Il est 7 heures. Nous sommes un samedi. Un automobiliste, revenu d'une virée arrosée, se retrouve dans une position inconfortable. L'homme semble endormi et son état inquiète. Il faut attendre l'arrivée des sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre pour le voir enfin réagir. Il s'agit d'un automobiliste qui revenait sûrement d'une fête et qui a pris le ravalement et qui s'est retrouvé là pratiquement dans le ravin. Alertés par les habitants du quartier, nous sommes déportés tout de suite sur les lieux, avons sécurisé le véhicule. Ce monsieur a visiblement un peu trop levé le coude. Au volant de sa voiture, il s'est finalement retrouvé dans cette cité au grand étonnement des résidents. Conduire en état d'ivresse, une mauvaise habitude, aux conséquences parfois incalculables. Lorsque le conducteur, après avoir subi un test d'alcoolémie, se retrouve avec comme résultat 0,8 grammes d'alcool par litre de sang, on dit qu'il est en état d'ébriété par rapport à la conduite automobile. L'alcool et le volant ne font pas souvent bon ménage. Diminution de la vigilance, allongement du temps de réaction, bref, l'alcool affecte directement les capacités physiques et les réflexes du conducteur. L'alcool, quand tu bois, tu es sur la direction, tu n'as pas de temps même normalement. Tu peux créer un accident, tu peux créer des dégâts. Tu mets ta vie en jeu et puis tu mets la vie des autres aussi en danger. Ça, c'est très dangereux. C'est être inconscient. Pour certains automobilistes, l'alcool constitue un stimulant, une grave erreur que beaucoup commettent. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre de nombreux cas d'accidents mortels causés par la conduite en état d'ivresse. Ça représente dans nos statistiques environ 10% des accidents. Ça fait, disons, 1000 accidents par an. Que dit la loi sur ce phénomène qui, chaque jour, endeuille de nombreuses familles? Il y a la loi numéro 63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de circulation. L'article premièrement de cette loi dit, et la loi est très claire là-dessus, que sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ou de l'une ou l'autre de ces deux peines, quiconque se trouvant en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique
aura conduit ou tenté de conduire un véhicule. La preuve de l'état alcoolique donne immédiatement lieu à l'annulation du permis de conduire. La loi permet aussi aux forces de l'ordre de conduire l'automobiliste éméché à la gendarmerie ou au commissariat afin de le placer en cellule de dégrisement jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Comme sanction, il y a la peine de travail d'intérêt général et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à ses propres frais. Côté assurance, un accident de la route ne garantit aucun dédommagement à l'automobiliste en état d'ébriété. Même si vous avez la couverture qu'on appelle la tout risque, donc qui veut que vous soyez couvert dans tous les cas de figure, un renversement du fait d'un état d'ébriété élevé n'est pas couvert. Ce qui est différent de la garantie responsabilité civile vis-à-vis des tiers. Cette garantie protège le tiers. Et tiers toute personne qui prend position à bord d'un véhicule autre que le conducteur. Pour une conduite responsable, des conseils d'usage s'imposent. Comme c'est le cas en saison de pluie, il vaut mieux réduire vraiment la consommation d'alcool pour prendre son volant. Il suffit simplement de changer les habitudes et vous vous rendrez compte que le taux d'accident va baisser et les assureurs pourront mieux servir la population. La consommation abusive d'alcool est la première cause de mortalité sur les routes. En Côte d'Ivoire, le constat est réel et inquiétant. L'alcool tue au volant. En plus des efforts déployés, il faut songer à mettre en place un test d'alcoolémie, des tests inexistants à ce jour sur nos routes. Cela peut contribuer à réduire au maximum les dégâts. Voilà, conduire en état d'ivresse, ce n'est pas bon. L'alcool et le volant ne font pas bon ménage. Changez donc les habitudes pour préserver des vies. Le dossier a été signé Christian Mandé et Serge Koléa. À Bondiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le secteur du transport se porte plutôt bien. Fini les tracasseries, en tout cas, pour rallier les différents points de la ville. Un nouveau type de transport vient donc de faire son apparition et c'est cela qui rend heureux les populations de Bondiali. Ce nouveau type de transport qui vient donc faire son apparition règle ainsi les difficultés de déplacement dans la cité, mais également et en partie la question de l'emploi des jeunes. Reste seulement à professionnaliser le secteur, c'est ce que nous dit Kader Sogodogo. La question du transport interurbain se pose avec acuité dans de nombreuses grandes agglomérations de la Côte d'Ivoire. Dans plusieurs villes du pays, on note l'absence de taxis communaux. À Bondiali, le déplacement des populations n'est pas du tout aisé. Cette question est en passe de trouver une solution. Tenez-vous bien, depuis un mois, un nouveau type de transport s'est invité dans le quotidien des habitants de la capitale de la Bagoui. La population de Bondiali souffrait énormément parce qu'il n'y avait pas de moto-taxi à Bondiali, ni de camions. Il n'y avait pas de moyens de déplacement. Chacun s'est débrouillé comme il le pouvait. On a eu un frère ici qui a des fournisseurs au niveau de Kologo qui lui ont fait la proposition. Bon, il a tenté avec des premiers taxis. Une trentaine de ces tricycles circulent dans la ville de Bondiali pour le grand bonheur des populations. Bondiali est grand maintenant, les coins sont loin. À cause de ça, on cherche les motos, taxis. C'est mieux que marcher là, sous soleil comme ça. Pour éviter tout désordre, dans ce nouveau type de transport, les autorités administratives et les conducteurs de ces engins à 3 roues s'organisent. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de les organiser pour qu'ils puissent sortir de l'informel, pour déclarer leur activité, pour avoir aussi assurer les passagers, limiter le nombre de passagers, que ce soit une activité bien encadrée, qui soit conforme aux règles de la République. Il y avait des mineurs parmi nous, les gars roulaient mal. C'est par rapport à ça, les clients se plaignaient. Les forces de l'ordre aussi vraiment nous interpellaient. On a échangé. Finalement, on a enlevé presque tous les mineurs. Et on prendra les à partir de 21 ans. Après un mois d'expérimentation, les choses semblent marcher
pour les conducteurs. Ça nourrit son homme puisque c'est moi-même qui pilote pour moi. Je me dis précisément la recette que je peux faire dans le mois, ça peut faire 200 000. Il n'y a pas d'activité à Bugnali ici, il n'y a pas ceux des dons. Une moto de sont sortie, donc il y a oublié, je prends ça pour me défendre à Saint-Pierre. Pas du tout avoir 10 000. Organiser au mieux ce secteur, tout en le professionnalisant, constituera une réponse à l'épineux problème de chômage des jeunes. On reste à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, toujours dans le même cadre. Plus de 10 000 étudiants ivoiriens seront initiés aux techniques de l'entrepreneuriat, de quoi favoriser en tout cas l'insertion socio-économique de ces jeunes. La première session va se dérouler le 25 juillet prochain. Ce sera à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Pour ce faire, signature de convention entre le ministre de l'Enseignement supérieur et la Fondation Afrique Entrepreneuriat et Développement économique. Patricia Homouetia pour en parler. Le statut d'étudiant entrepreneur créé par le gouvernement ivoirien offre un cadre administratif et un programme pédagogique pour accompagner les étudiants en fin de cycle. Cette volonté politique pour booster l'entrepreneuriat étudiant s'est concrétisée par la signature de conventions de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement. Désormais, on forme d'abord des entrepreneurs. On ne forme plus des gens qui vont passer leur temps à écrire « j'ai l'honneur ». Notre formation est une formation de changement de mentalité. On veut former les étudiants à changer leur mentalité, à devenir des entrepreneurs, comme nous le disons, de classe mondiale, qui peuvent rivaliser, qui peuvent vendre des rêves à travers le monde et non seulement en Côte d'Ivoire. Cette vision du président repose sur la formation d'un capital humain compétent, compétitif, de qualité, qui puisse répondre aux besoins de l'économie. De les sensibiliser à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi, parce que ça demande un changement de mentalité, ça demande un engagement personnel pour dire que c'est un programme extrêmement important pour notre système d'enseignement supérieur. Les universités publiques de Côte d'Ivoire ont participé à cette convention pour s'engager et soutenir les étudiants dans la création d'entreprises. C'est un enseignement qui va être nécessairement transversal et qui s'adressera à nos étudiants en droit, en médecine, en lettres et sciences humaines, tous ceux qui seront en fin de cycle et qui éprouveront le besoin de développer ce qu'on appelle l'auto-emploi. Avec la réforme licence master doctorat, les universités publiques de notre pays se sont engagées à aller plus loin en s'orientant vers l'auto-emploi. Sensibiliser à l'entrepreneuriat est donc une solution appropriée. Voilà, et la première session donc, de cette formation va se dérouler le 25 juillet prochain et ce sera à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. On parle diplomatie à présent. L'État de Côte d'Ivoire rend hommage à l'ambassadeur d'Italie en fin de mission après donc 4 années passées en terre ivoirienne. Alfonso Di Rosso a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Son Excellence, M. Alfonso Di Rosso, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie en Côte d'Ivoire, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. C'est par cette formule consacrée que le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a planté le décor de la réception offerte à l'ambassadeur d'Italie à l'occasion de son départ de la Côte d'Ivoire. Selon Ali Koulibaly, Alfonso Di Rosso a contribué pendant 4 années passées en Côte d'Ivoire à rehausser les relations entre les deux pays. Le destin porte ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui le refusent. Et je me suis bien fait porter vers Abidjan. Pendant les années de ma présence ici, la ville et le pays ont progressé énormément. Sous mes yeux attentifs, normalité de la vie quotidienne, parcours électoral correct, réforme du cadre constitutionnel, dialogue avec l'opposition. Le 26 juillet 1961 marque le début des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Plus de 80 entreprises italiennes sont implantées en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur Alfonso Di Rosso estime que le bilan de sa mission en Côte d'Ivoire est très positif.
Un reportage signé Ahmed Traoré et Abou Sanogo. 4000 participants, plus de 80 délégations étrangères attendues. Du 21 au 30 juillet, la Côte d'Ivoire va accueillir un grand rendez-vous sportif et culturel mondial. Vous le savez, les 8e Jeux de la francophonie, c'est dans moins de 13 jours et les villages du district autonome d'Abidjan se mobilisent pour la réussite de l'événement. Issaïo. Adjo Francophonie, qui signifie en langue Hatchan, Akwaba Francophonie, est un programme d'accueil, de divertissement et de découverte de la culture locale pour les invités qui feront le déplacement en terre ivoirienne. Ils seront au contact des réalités du terroir le temps de leur séjour. Ces invités seront logés dans des familles d'accueil et partageront leur quotidien. Ces derniers seront également intégrés en fonction de leur âge dans les générations afin de conserver après leur départ un lien fort avec leurs hôtes. Des sites touristiques et des fan zones meubleront le séjour des invités. Tous ceux qui viendront au jeu seront bien accueillis comme le font les Tchamas. Les Tchamas ont accepté tout le monde, c'est pour cela qu'Abidjan est devenu grand et grand. Donc nous attendons le jeu de la francophonie. Ainsi, ils auront l'occasion de saisir un pan de l'histoire et de la riche tradition d'accueil et d'hospitalité des populations de ces villages. Dans le cadre de ce programme, le village d'Abobo Baoulé, situé sur l'axe Abidjan-Alépé, juste après le sous-quartier Samaké, a mis à la disposition des futurs invités cet immeuble flambant neuf de 3 niveaux, construit avec des matériaux modernes. Un ensemble de commodités s'y trouve pour faciliter la cohésion et les échanges entre les résidents. En instaurant le concept à Adjo, c'est pour dire à nos hôtes, aux délégations étrangères, aux visiteurs qui vont arriver, que la Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier et surtout très accueillant. Avec ce grand projet, le peuple Hatchan, modestement, et à travers le peuple Hatchan, toute la Côte d'Ivoire vous accueille les bras ouverts. Et vous serez tous les bienvenus dans nos différents villages, dans nos différents quartiers et dans notre grand pays qui est la Côte d'Ivoire. Le programme Adjo Francophonie est déployé aujourd'hui dans 7 villages du district d'Abidjan sur un total de 63. Outre Abobo Baoulé, les villages d'Aboboté, d'Anon Kwakouté, d'Adjamé Benjervi, d'Anan, d'Anoumambo sont également concernés. Tous ont trouvé un accord sur le climat, tous sauf les États-Unis. Les pays du G20 ont trouvé donc ce samedi un compromis sur le climat pour éviter une rupture définitive avec les États-Unis après leur sortie annoncée des accords de Paris. Le communiqué final prend acte de cette sortie des États-Unis des accords visant pourtant à lutter contre le réchauffement climatique. Donald Trump, toutefois, a obtenu une concession au sorti donc de ce G20. Retour en Côte d'Ivoire, l'Union des peuples de la CEDEAO célébrait ce samedi, c'était à l'occasion de la finale du tournoi de football organisé par le groupe des ambassadeurs et consuls des États membres. Invités spéciaux à cette grande rencontre, le Premier ministre Madougou Coulibaly et une forte délégation ministérielle. On fait le point avec Salif Ouattara. Une exécution magistrale des hymnes nationaux des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour symboliser l'union, la cohésion et l'entraide entre les peuples ouest-africains. Également des hymnes pour marquer le début de la finale du tournoi de football initié par le groupe des ambassadeurs et consuls des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Sensible à cet appel à l'union des peuples ouest-africains, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête d'une délégation gouvernementale,
est venu saluer ce grand élan de brassage culturel à travers le sport roi qu'est le football. Cela est à mettre au crédit de la Côte d'Ivoire, qui est un territoire d'accueil, un pays d'hospitalité, et tous les peuples qui y vivent se sentent véritablement intégrés. C'est une bonne chose d'aller à l'intégration, c'est une très bonne chose que nous puissions donc les accompagner. Et c'est une bonne chose de rapprocher les gens pour pouvoir les transporter par la suite. Débuté le 1er juillet dernier, la première édition de ce tournoi de la fraternité a réuni pendant 2 week-ends sur les aires de jeu de l'université Félix Houphouët-Boigny 14 équipes composées des ressortissants des pays membres de la CEDEAO avec pour slogan « Plus visible, plus proche des populations ». Un slogan qui confirme le passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Le sport n'a été qu'un prétexte. L'objectif c'était de faire en sorte qu'on puisse se retrouver pour communier ensemble. L'année prochaine, nous allons faire la même chose. Ce sera autour du sport ou de la culture, pour donner aux jeunes, aux populations, notamment les plus jeunes, l'occasion de se retrouver, de sentir davantage ce qui les lie, pour le célébrer et pour aller de l'avant ensemble. La finale a opposé l'équipe du Nigeria à celle de la Sierra Leone. Victorieux 2-1, le Nigeria est reparti avec le grand trophée de la cohésion. Voilà, et c'est sur ces belles images d'union et de fraternité qu'on se dit au revoir. On se retrouve demain, même heure.